Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette rencontre Soda Science, la science du labo qui fait psst, splash, waouh! Alors, je rappelle, le Soda Science, le concept, c'est qu'on a un intervenant, un chercheur d'aujourd'hui ou de demain qui est avec nous et auquel on va échanger. Alors, pour introduire aujourd'hui notre intervenant, je vais vous raconter une petite histoire, tout simplement l'histoire de l'homme, de l'être humain, qui au tout début, nous étions en tribu. Puis nous avons commencé à faire des petits villages, puis des villes, puis des pays. Et on a commencé à vouloir agrandir nos pays, à vouloir conquérir un peu le reste. Puis après, il y a eu l'Amérique qu'on voulait conquérir, et maintenant on veut conquérir l'espace. Et donc on est un peu, je dirais, un peu une espèce qui aime envahir les autres, pas tout le temps, heureusement. Et justement, il y a aussi ça dans la nature, des espèces envahissantes. J'ai un exemple, par exemple, c'est le frelon asiatique qui a empêché les abeilles du coup de faire du miel puisqu'il est mangé, qui a un peu envahi la zone. Et donc, nous avons avec nous un chercheur spécialisé dans ces espèces envahissantes dans la mer et l'océan. Et donc, c'est Guillaume Marcheau. Pardon, Marchessault. Bonjour Guillaume Marchessault. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter du coup déjà un peu donc comment tu en es arrivé ici? Quel est ton parcours du coup de tes études jusqu'à maintenant? Alors, donc je suis actuellement biologiste marin, mais pour devenir biologiste marin, donc j'ai obtenu un baccalauréat scientifique, donc spécialité scientifique avec de la biologie, de la physique, des maths, et puis j'ai enchaîné ensuite avec à l'université. Donc je suis allé à l'université d'Aix-Marseille, parce que moi je suis originaire de Marseille, et j'ai fait une licence en écologie et en biologie marine. Donc la licence, c'est 3 ans. Donc après ces 3 années, j'ai effectué un master d'océanographie en spécialité biologie, écologie marine également. Et donc le master, c'est 2 années. Donc à la fin de ces 2 ans, j'ai obtenu une bourse de doctorat donc, qui permet de rajouter 3 années d'études pour devenir docteur en biologie et écologie marine. Donc moi, j'ai effectué un doctorat en biologie, écologie marine, mais également en sociologie, parce que j'avais 3 spécialités. Donc là, Voilà. tu es double docteur ou tu es juste un docteur? Je suis juste un docteur, mais avec 2 spécialités. D'accord. Voilà. Ok. Avec une spécialité dominante, on va dire. Et là, ça fait combien de temps depuis la fin de ton doctorat du coup? Voilà. Alors du coup, j'ai obtenu mon doctorat en 2019. Donc là, je suis chercheur postdoctorant depuis donc 2019, donc ça fait 3 ans. Ok. Donc, si je résume, tu as beaucoup aimé les sciences de la vie à l'école, tout ça. Tu as beaucoup aimé du coup ce qu'on appelle la biologie. Tu as voulu du coup décider d'aller plus loin. Tu as fait donc l'université, la fac. Tu as du coup encore étudié encore plus l'écologie, c'est ça, et la bioécologie, c'est ça que tu as dit? Exactement, tout à fait. Exactement. Et Tout ce qui est interaction entre les organismes marins, les prédateurs, les proies, et quel est l'impact de l'humain aussi sur les animaux et ok. l'écosystème. Donc, du coup, le lien entre voilà, nous et les animaux, donc humains et les animaux. Et donc, après, tu t'es dit, je vais aller encore plus loin, je vais faire un doctorat. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc, tu as passé 3 années, c'est ça, à faire une recherche sur une question. Quelle est donc cette question? Exactement. Donc, j'ai travaillé sur une question précise, sur une espèce invasive qui s'appelle Nemiopsis lady. Donc, ça, c'est le nom scientifique. Le nom commun, c'est la noix de mer. Donc, en fait, c'est pas une méduse, c'est un gélatineux. C'est une cousine des méduses. Ça s'appelle un cténophore. Et le cténophore, ce sont des organismes qui ont des petits poils, des petits cils qui leur permettent de se déplacer. C'est ce qu'on voit sur la vidéo. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est ces petits cils qui font ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont quelle taille à peu près? Alors, ils font entre 3 cm et 12 cm. Ils peuvent être assez gros quand même. Comme ça. Voilà. Voilà. Et la question, c'est donc moi, j'ai travaillé dans l'étang de Berre et dans les étangs de Camargue, donc dans le sud de la France, à côté de Marseille, puisque cette espèce est une espèce invasive. Donc, en fait, elle a été transportée par l'humain accidentellement. Elle vient d'Amérique. Elle a été introduite en Méditerranée et du coup, elle prolifère. Voilà. Donc, la question Justement, de mon doctorat, vas-y, dis-moi, pardon. non, pas de souci. Espèce invasive, justement, si tu peux le préciser un peu. Oui, bon, on le redéfinira peut-être tout à l'heure, mais c'est une espèce qui arrive à s'adapter à un nouvel environnement et qui présente des capacités physiologiques
qui permettent d'envahir une nouvelle zone. Donc, par exemple, qui pond énormément d'œufs, qui a des taux de reproduction très élevés, des taux de croissance très élevés, donc elle grandit très très vite. Et c'est une espèce qui peut manger tout ce qu'elle trouve, voilà, qui n'a pas de proie spécifique. Voilà, elle n'est pas très difficile. D'accord, donc elle a la vie tranquille, elle se fait pas manger. En plus de ça, elle fait plein d'enfants. Tout à fait. Donc ils sont super nombreux. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc, cette espèce prolifère énormément dans les milieux lagunaires. Donc, c'est des milieux qui sont un mix, un mélange entre l'eau de mer et l'eau douce qui vient des rivières. D'accord. Et dans ces zones, Mnemiopsis adore se développer. Voilà. Et en fait, la question qu'on se posait pour mon doctorat, c'est de comprendre comment cette espèce s'était adaptée à un nouvel environnement. Quel était son impact sur l'écosystème, puisque c'est une espèce qui mange beaucoup de proies et de plein de sortes différentes, de plancton principalement. Et elle a aussi un énorme impact sur l'être humain, puisqu'elle peut boucher les filets des pêcheurs, colmater des usines de relâchement, de traitement des eaux, par exemple, voilà, des choses, des usines EDF, par exemple. Voilà. Il y a plein de problématiques sur les activités humaines aussi. Donc, ce que tu disais, c'est que ça venait d'Amérique du Sud et ça a été amené en France, c'est ça? Voilà, ça vient d'Amérique du Nord plutôt, Amérique du Nord, ok. du nord des États-Unis jusqu'au golfe du Mexique. Et ça a été amené par l'humain, certainement à travers les eaux de ballast des bateaux. Donc, les eaux de ballast sont des eaux c'est de l'eau de mer en fait, qui est pompée par les bateaux de commerce, donc par exemple les pétroliers. Quand ils n'ont pas de cargaison dans le bateau, ils sont trop légers pour naviguer. Donc, en fait, ils vont compenser le poids qui était censé être utilisé par la cargaison par de l'eau de mer qui est pompée directement dans le port. Et en fait, dans cette eau de mer, il y a plein d'organismes. Il y a plein de plancton, il y a plein d'espèces et qui vont être transportés donc, des États-Unis en traversant l'océan Atlantique et qui vont être relâchés dans le port où le bateau arrive. Et là, c'est en Méditerranée. Parce que justement, c'est là où il prend la cargaison. Donc, du coup, il n'a plus besoin de compenser le poids. Il rejette l'eau dans la mer en Europe. Okay. Exactement. Donc, il jette l'eau dans une nouvelle zone. Et dans cette eau, il y a des organismes marins. Et certains arrivent à profiter du coup d'un nouvel environnement. Et se la coule douce. Exactement. Ils voyagent. Ok, alors peux-tu nous expliquer comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu étudies, quelles sont les données que tu vas essayer de prendre et quel est ton but à la fin, pourquoi tu veux savoir comment ça évolue en fait? Voilà, alors j'ai travaillé sur Mnemiopsis lady, mais j'ai travaillé aussi sur d'autres espèces invasives. On en parlera plus précisément tout à l'heure d'une espèce en particulier. Mais voilà, et alors comment on s'y prend? En fait, on va se poser une question au départ. Et les espèces invasives, en général, c'est les humains qui vont dire on n'est pas content parce qu'il y a cette espèce qui est présente en énorme abondance. Donc, on a énormément d'organismes d'un coup. Et en général, c'est les pêcheurs, les industriels, par exemple, les gens qui utilisent, qui ont leur métier, à travers leur métier, qui utilisent le milieu marin, que ce soit la pêche, le pompage d'eau pour certaines industries, etc. Donc, en général, on va avoir certains corps de métier qui vont se plaindre en disant « mais il se passe quelque chose ici, on ne sait pas ce que c'est que cette nouvelle espèce, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, nous, à partir de là, on va aller voir déjà une première fois qu'est-ce que c'est que cette espèce. On va essayer de la prendre dans le milieu, de la prélever et de d'identifier cette espèce. Parce que c'est très important de savoir de quelle espèce on parle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans la même famille, dans une famille d'organismes, on a plein d'espèces différentes. D'accord ? Par exemple, Nemiopsis, elle fait partie des familles des Béroidés. Et dans les Béroidés, pour faire très simple, on a plein d'espèces différentes. Nemiopsis, elle est invasive parce qu'elle a des capacités physiologiques qui lui permettent d'être invasive, mais il y a d'autres espèces dans cette même famille qui ne le sont pas. Donc, par exemple, moi, j'ai un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Moi, je ne suis pas invasif, mon frère n'est pas invasif, mais en fait, ma cousine est invasive. D'accord, donc il faut bien identifier que c'est ta cousine et que ce n'est pas toi. Exactement, tout à fait. Et à partir de là, on va créer des projets de recherche à partir de questions scientifiques. Donc, en général, on se demande comment cette espèce s'est adaptée au nouvel environnement dans lequel elle est présente, pourquoi elle est arrivée et comment elle est arrivée, et quels sont les impacts qu'il y a liés à cette espèce. Donc, les impacts directs, par exemple,
Nemiopsis, elle mangeait beaucoup de plancton. Du coup, le plancton était plus disponible pour les autres poissons, les autres organismes qui mangent du plancton, qui eux vivaient dans cette zone à la base. D'accord? Donc, on essaye de comprendre en fait quel est l'impact de l'espèce invasive sur tout l'écosystème en fait. Et du coup, ce qui intéresse l'activité humaine, c'est comment on peut en faire en sorte qu'il y en ait un peu moins, parce que du coup, ça empêche beaucoup de Voilà. choses. Exactement. Et en fait, on essaye aussi, donc en parallèle, de quantifier l'impact sur les différents types d'activités humaines qui se sont plaints ou pas de la présence de cette espèce. Et en fait, voilà, la volonté des personnes qui disent qu'il y a un problème lié à l'espèce invasive, ben, on essaie de trouver une solution. C'est ça, Et voilà. c'est souvent très compliqué. On en parlera un petit peu Ah après. oui? Ouais. Ouais, ouais. Donc, par exemple, les myopsis, on ne peut rien faire parce qu'en fait, on n'a pas de moyen de contrôler une population. Une fois qu'une espèce invasive est arrivée dans le milieu, on ne pourra jamais l'éradiquer, c'est-à-dire enlever tous les organismes et qu'il n'y en ait plus à tout jamais. Sauf que ce n'est pas le cas. Ils seront toujours présents. Et donc, il va falloir qu'on apprenne parfois à vivre avec et parfois à trouver d'autres solutions pour les contrôler. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on amène une espèce qui mange cette espèce? Non, alors là, c'est un autre problème. D'accord. Parce que si on apporte le prédateur de cette espèce, si ça se trouve, le prédateur va trouver une autre proie beaucoup plus alléchante Ah, qui est sur une proie native. Et là, on introduit une deuxième espèce. Et là, c'est un autre problème. D'accord? ça fait Donc, en trop fait, là. c'est très compliqué parce qu'on n'est jamais sûr à 100% que le prédateur, dans une nouvelle zone où il va être introduit, bah, va finalement bien manger la proie qui mangeait lui dans sa zone d'origine. Voilà. Ok. Donc, on essaie de Et, trouver d'autres moyens. et du coup, on dit qu'une espèce est invasive à partir du moment où il y a des gens qui commencent à se plaindre, c'est ça? Ou on le dit déjà avant ou après? Comment on Alors, qualifie oui, la invasif? définition d'une espèce invasive, c'est une espèce qui n'est pas présente à la base dans la zone où on l'observe. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième, c'est que cette espèce a des capacités, a son métabolisme qui lui permet d'être invasive. Donc, comme on disait tout à l'heure, elle fait beaucoup d'enfants, ils grandissent très vite. Elle mange ce qu'elle trouve sans être très compliquée au niveau nourriture. D'accord? Elle s'adapte à ce qu'il y a dans le milieu. Et le dernier aspect, c'est qu'elle crée des impacts sur la biodiversité et sur les activités humaines. Voilà, ça, c'est une espèce invasive. J'avais fait une petite illustration en fait, pour montrer que donc, le rond jaune qu'on voit tout en haut à gauche, c'est la zone d'origine de l'espèce invasive. Et en fait, elle a été transportée par les bateaux et introduite dans une nouvelle zone. Et donc, on voit qu'effectivement, il faut qu'elle survive pendant le trajet, il faut qu'elle puisse établir sa population. Et plus on va vers la flèche qui grandit, plus on montre que la population est installée et va se disperser et s'étendre aussi dans la zone dans laquelle elle a été introduite. D'accord. Donc, si on reprend l'exemple que tu as dit tout à l'heure, c'est quand ça partait du Mexique, Amérique du Nord, Voilà. ça allait dans le transport parce qu'ils ont pompé l'eau pour compenser le poids qu'ils n'avaient pas des gros colis. Et après, ça a été du coup rejeté dans l'Europe, ce qui n'était pas avant. Et comme ils se la coulaient douce, bah, ils sont devenus nombreux. Exactement. Voilà, tout Ok. à fait. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer voilà, les capacités, juste les différentes particularités des espèces invasives. Donc, qui est une nouvelle espèce, qui a les capacités physiologiques qui montrent qu'elle est invasive et qui a des problèmes socio-économiques et écologiques. Voilà. Donc, alors attends, parce que du coup, si on enlève une définition, c'est plus invasif. C'est-à-dire que si elle ne présente pas de problème écologique, socio-économique, elle n'est pas invasive. Non, elle s'appelle une espèce introduite. Ok. Voilà. En Et fait, on a deux types d'espèces dans les d'accord. espèces. Parce qu'en fait, on va avoir plein d'espèces qui vont être introduites par rapport aux activités humaines. Donc, par exemple, les bateaux, les pétroliers qui prennent les eaux de ballast. Mais en fait, on va avoir des espèces qui vont juste se maintenir dans la nouvelle zone sans devenir invasifs. Et certaines vont être très invasives. Parce qu'en fait, c'est l'espèce en elle-même qui a les capacités ou non d'être invasive. Donc, on parle de deux types d'espèces. On parle d'espèces introduites. Donc, ça, c'est une espèce qui vient d'une autre zone. Et dans ces espèces introduites, on a les espèces invasives qui, elles, prennent toute la place, on va dire. Voilà. Ok. Voilà. Alors, bah, du coup, après les diapos d'après, si vous voulez nous montrer quoi d'autres choses ou pas? Oui, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, il y avait plus de 7000 espèces transportées par jour dans les bateaux. Et par an, on a plus de 4 gigatonnes d'eau de mer qui sont transportées. Et 4 gigatonnes, c'est énorme.
Et voilà, je voulais juste vous montrer ces chiffres parce que je pense que c'est très important de le prendre en compte dans l'étude des espèces invasives et introduites. C'est qu'en fait, on a tous les jours un arrivage de nouvelles espèces et donc potentiellement de nouveaux problèmes socio-écologiques et socio-économiques, pardon, et écologiques dans les prochaines années qui vont arriver. Mais on ne sait Ouais. pas encore qu'elles ont été introduites. Donc, du coup, ça doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles d'eau à chaque fois transportées, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ok. Et juste, je vous montre juste celle-ci, puis Dorian Oui. pourra enchaîner avec la suite. C'est une petite image qui, avec tous les points de couleur, montre tous les bateaux du monde qui se déplacent dans les mers. D'accord? Ok. Et en fait, ça permet juste de voir que les océans sont une autoroute à bateaux, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on a créé des routes entre chaque pays et entre chaque océan. Et ce qu'on peut voir principalement, c'est qu'en Méditerranée, donc au milieu, là, ici, Ouf, il y a du on a monde. énormément de bateaux par rapport au reste des océans. Donc la Méditerranée, c'est ça que je voulais vous dire à travers cette illustration, c'est que la Méditerranée est une mer qui est très, très sensible aux espèces invasives parce qu'il y a énormément de bateaux qui rentrent dans la mer Méditerranée et qui passent par cette mer. Et petite question d'ailleurs, une espèce invasive, elle arrête d'être invasive au moment où elle n'impacte pas l'écosystème ou il y a une autre façon d'arrêter qu'elle soit invasive? On ne pourra pas arrêter qu'elle soit invasive. Elle sera toujours invasive. On n'a jamais réussi à arrêter une population invasive. Très peu. On a réussi un petit peu à contrôler des populations pour éviter qu'elles s'étendent. Ok. Je pense notamment à l'algue qui s'est échappée de l'aquarium de Monaco, par exemple. C'est quoi? Elle s'appelle Colerpa taxifolia. Mhm. Et en fait, cette espèce était très invasive. Elle recouvrait les autres plantes marines qui s'appellent la Posidonie, qui est une espèce très importante en Méditerranée. Mhm. Et en fait, on n'a jamais réussi à éradiquer complètement cette espèce, mais on a réussi à contrôler parfois dans certaines zones son expansion. On a réussi D'accord. à éviter qu'elle arrive. Je pense notamment au parc marin de Port-Cros, donc dans le sud de la France, où eux avaient justement avaient enlevé toutes les algues qui commençaient à arriver pour éviter qu'elles se développent dans la réserve naturelle. Mais on ne pourra jamais arrêter une espèce invasive. Ok. Ah oui, ça fait peur quand même. Oui, c'est super envahisseur. Ok. Voilà. C'est Alors, juste quelques chiffres que je voulais vous montrer et puis quelques illustrations sur ces aspects activités humaines et liens avec les espèces invasives qui sont très, très importants à prendre en compte. ouais, bah, c'est parfait. De toute façon, c'est toi le spécialiste. Il peut y en avoir. Il y a par exemple une toute petite algue planctonique qui s'appelle Ostreopsis, qui est une espèce invasive et qui a une substance toxique. Et en fait, cette substance toxique, si on boit la tasse dans la mer, on peut être malade. Mais ça, il y a très, très, très peu d'espèces qui sont directement dangereuses pour l'homme. Le moustique tigre, par exemple, c'est une espèce invasive aussi. Donc, le moustique tigre, il va nous piquer. Bon, en général, tout va bien se passer. Après, c'est une espèce qui peut aussi transporter différentes maladies. Voilà. Mais il n'y a pas d'espèce qui est directement dangereuse pour l'homme. En tout cas, d'espèce invasive. Donc, je suis originaire de Marseille, donc dans le sud de la France. Et j'habite en Sicile et je travaille également en Sicile puisque je suis en fait chercheur postdoctorant à l'université de Palerme. Donc, je vous ai mis une petite carte en bleu. Donc, l'université de Palerme, c'est tout au sud de l'Italie. C'est sur l'île qui s'appelle la Sicile. Voilà. Donc, par exemple, la première image en bas à gauche, c'est moi en train de récupérer des mnémiopsis que j'ai pêchés avec un filet spécial pour pêcher les gélatineux. Du coup, c'était facile à pêcher, puisqu'il y en avait plein. Oui, oui. D'ailleurs, Ok. on le voit sur la deuxième photo, où je suis sous l'eau juste avec un masque et un tuba. Et je les prenais à la main, je les mettais dans mon sac. Voilà. On Ah oui, voit dans le c'est la sac. cueillette de champignons de l'eau, quoi. Voilà, exactement. Bon, la troisième photo, c'est également le filet à plancton, Amnémiosis aussi. Et ici, la quatrième photo, je suis avec un pêcheur où son filet était colmaté justement avec plein de némiopsis. Donc, on voit peut-être pas très, très bien, mais ici, dans le bas, là, il y a une espèce de grosse poche. Et en fait, c'était son filet qui était plein de némiopsis. D'accord.
Et puis les autres, 2 autres photos, c'est des prélèvements et des mesures en laboratoire. D'accord. Et donc là, oui, donc en fait, c'est qu'il n'a pas de poisson, il n'a que des Voilà. noix de mer. Exact. Tout à fait. En fait, au laboratoire, je vais faire des expériences sur les noix de mer, sur Mnemiopsis, pour comprendre ces caractères invasifs. Parce qu'ils vont être tous en plus différents en fonction des zones où elle est présente. Par exemple, dans l'étang de Berre, elles seront différentes, ces capacités invasives, que dans la mer Noire, par exemple. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la quantité de proies qu'elle mangeait. Tu vois, là, par exemple, c'est un petit plancton que j'ai donné à manger pour voir si elle le mangeait. Je regardais également combien d'œufs elle pondait par jour en fonction de la température, comment les larves grandissaient et à quelle rapidité elles grandissaient en fonction de la température, par exemple. Voilà. En fait, on va au laboratoire étudier l'espèce en faisant des expériences, comme si on recréait un mini écosystème au laboratoire pour comprendre les interactions avec les autres espèces, son impact du coup, et sa physiologie, son métabolisme. Voilà, donc les aspects reproduction, croissance, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Donc là, par exemple, sur la vidéo, on voit que je remplis des bidons d'eau et je prends des Mnemiopsis et dans chaque bidon, voilà, donc ça ne pique pas, donc c'est très bien pas prendre à la main. Ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne se mange pas. Et en fait, je le mets dans le bidon et en fait, je regarde après combien de proies elles ont mangé. Là, par exemple, je regarde dans l'estomac, ce qu'on voit en jaune, je regardais le temps de digestion sur les différents types de proies. Voilà, j'étudie tous les paramètres physiologiques et métaboliques. Ce qui rentre, ce qui ressort. Voilà, exactement. Okay. Et c'est pratique quand même d'avoir un animal avec un corps transparent pour voir dans l'estomac. Oui, là, c'est pratique. Justement, on parle d'un animal transparent, mais du coup, tu as étudié aussi une autre espèce invasive. Ça, c'était la photo mystère donc, sur le passeport. Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce n'est pas transparent, effectivement. C'est bleu. C'est une espèce qui est très jolie, mais qui est une espèce extrêmement agressive, extrêmement invasive. Donc, cette espèce s'appelle Calinectes sapidus. Calinectes sapidus, ça c'est le nom scientifique. Et le nom commun, c'est le crabe bleu. Voilà. Pourquoi on l'appelle le crabe bleu? Parce que vous verrez, sur les pinces, il est tout bleu. D'accord. Moi, je travaille effectivement actuellement sur cette espèce. Comment vous choisissez les espèces invasives que vous étudiez? Ça, c'est une bonne question. On les choisit parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui nous a dit « j'ai un problème avec cette espèce ». Donc, par exemple, un pêcheur ou d'autres personnes qui sont dans la mer, qui utilisent la mer pour leur métier, par exemple. Et en fait, eux, ils vont dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, j'ai pêché 35 crabes bleus, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce ? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui se passe avec cette espèce ?» Et donc, c'est comme ça en fait, qu'on va commencer à choisir les espèces. C'est par rapport aux impacts aux personnes qui vont nous dire aujourd'hui, j'ai un problème avec cette espèce. Après, il y a un autre aspect, c'est aussi les financements, donc les sous pour faire ces recherches-là. Donc, nous, on a choisi le crabe bleu parce que, par exemple, là, ces dernières années, c'est une espèce qui est extrêmement invasive et qui crée énormément de problèmes. Et il faut qu'on trouve une solution très rapidement. Donc, on a obtenu aussi des financements de l'Europe, de l'Union européenne, pour financer les recherches sur les crabes bleus. Donc, on choisit en fait l'espèce par rapport aux impacts qu'il y a sur les activités humaines et la biodiversité, et aussi par rapport au financement qu'on nous donne pour faire ces études. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. Il y a tous ces paramètres. Donc, c'est l'argent, les besoins, enfin… Voilà, exactement. Il y a les attentes, la gestion, les besoins, les impacts, les pertes économiques. Voilà. Il y a les pertes de biodiversité également. Donc, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour ça. Donc, juste pour vous montrer le nom de l'espèce écrit. Et je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer combien il est agressif. Voilà, donc il attaque. Vous voyez sur la vidéo, et il a les pinces toutes bleues, mais ils sont des espèces qui attaquent très, très fort. Moi, je me suis fait couper le doigt, un petit morceau de doigt, ça fait mal. Ah oui, voilà. Mais en plus, on voit qu'il se met imposant quand il monte ses abdos et tout. Là. Oui, et hop, il attaque d'un coup. Ils sont prêts à attaquer. C'est ça, mais ils sont surtout très en position d'attaque tout le temps, en fait. C'est ça. Exactement. Okay.
Je peux montrer aussi d'autres vidéos là-dessus. Donc, il faut mieux avoir des gants quand on s'en occupe quand même. Voilà, des gants et puis des pinces. Moi, j'ai acheté des pinces à barbecue Ah pour les oui, prendre et les manipuler parce qu'à la main, ce n'est pas possible. d'accord. Alors, le crabe bleu, Calinectes sapidus, pour répondre à ta question, Dorian, c'est une espèce qui est également américaine. Donc, en fait, ce que vous voyez sur cette petite carte en gris à droite, il y a plein de petits points bleus et verts. Donc, ça, c'est toutes les zones où il y a le crabe bleu qui est présent. Donc, ça, c'est les zones natives, on appelle. Donc, c'est les zones où lui, naturellement, il est présent. D'accord? Donc, il est présent du nord des États-Unis, en passant par le golfe du Mexique, donc au milieu, et jusqu'au sud de l'Amérique. Et en fait, donc cette espèce a également été introduite en Méditerranée. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la droite, les points rouges et roses, et rouge clair. C'est toutes les zones où le Calinectes est présent en Méditerranée. Il a été transporté, vraisemblablement, sous forme de larves via les eaux de ballast des pétroliers. Toujours pareil. Donc, quand ils prennent l'eau et qu'ils la ressortent. Exactement. Et dans cette eau, il y avait donc les larves de Calinectes. Pourquoi il y a un point en Afrique et à gauche? Alors, le point en Afrique et le point tout à gauche, c'est des zones où également il a été introduit. D'accord, mais lui, là, il n'est pas devenu invasif, c'est ça? Là, il est aussi invasif. Si, si. Ah oui, d'accord. Et là, tous les points qu'on voit sur la carte en rouge, rose et rouge clair, rouge foncé et rose sont des zones où il est introduit. Et de toute façon, c'est une espèce qui a des capacités invasives. On va le voir juste après. Donc, il est invasif également partout. Ouais. Et c'est toi qui as fait le point? Non, alors là, c'est un article qui… c'est un autre chercheur, puisqu'on est plein de chercheurs à travailler sur cette espèce, que l'espèce montre une grande expansion et des grandes densités partout. Donc, ça fait 5-6 ans à peu près en Méditerranée. Donc, on est beaucoup à travailler sur cette espèce, puisqu'on a plein de populations partout en Méditerranée et dans le nord de l'Europe. Donc, moi, je ne peux pas travailler sur toutes les populations, donc les autres chercheurs non plus. Donc, en fait, chacun travaille un petit peu localement pour comprendre ce qu'il se passe, pour pouvoir après montrer aux autres, sous forme d'articles scientifiques, qu'est-ce qui se passe dans sa zone. Voilà. Donc, lui, il s'appelle Giorgio Mancinelli et c'est lui qui a fait cette carte où il a pris tous les points connus où l'espèce était présente de manière naturelle et de manière non naturelle, on va dire, dans les zones introduites. Voilà. D'accord. Le crabe bleu, il est arrivé en 1949 en Italie. C'était il y a très longtemps quand même. Il est arrivé en 1962 en Corse. Ça, c'est la première fois qu'on l'a observé. Mais il a fallu un temps très long avant qu'il envahisse la Méditerranée parce que il faut que les populations se développent. Parce que ça se trouve, on a eu 2-3 individus. On n'en a pas eu des milliers. Donc, ça, il faut plusieurs années. Et des fois, ça peut prendre 40, 50 ans avant qu'on ait une espèce qui envahisse d'un coup la Méditerranée. C'est ce qui s'est passé pour le crabe bleu. En fait, le crabe bleu s'est reproduit doucement en Méditerranée, il s'est adapté, il s'est installé, on va dire. Il a créé de nouvelles générations, des petits-enfants, des petits-petits-enfants, etc. Et en fait, jusqu'au moment où on arrive à un nombre énorme d'organismes. Et donc, précisément, l'invasion du crabe bleu, ça fait à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans maximum, qu'on a vraiment une grosse invasion. Mais ça dépend des zones. Donc, par exemple, en Italie, on a eu une invasion importante, ou en Espagne aussi. Et en France, ça ne fait que 3-4 ans qu'il y a vraiment une énorme invasion des crabes bleus. Voilà, donc en fait, ça dépend de toutes les zones où sont les populations en Méditerranée. Elles ne sont pas toutes synchronisées. Donc, on va avoir une première invasion, par exemple, en Italie, une deuxième en Espagne, et puis la dernière en France ou en Tunisie. Voilà. Donc, en fait, chaque population fonctionne différemment et ne sont pas synchronisées. Donc, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Pour être large, on va dire 20 ans. Voilà. Et Calinectes, c'est un crabe qui est un crabe nageur. En fait, en anglais, il s'appelle le crabe bleu nageur, en fait. Et en fait, c'est une espèce qui a les 2 dernières pattes qui se sont transformées en petites nageoires. Et c'est une espèce qui peut nager plusieurs kilomètres sans toucher le fond. C'est fou. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est assez rigolo. C'est très rare de voir des crabes nager. Ah bah oui. Et ceux-là, c'est des crabes qui nagent. Voilà. Donc, ils se déplacent en marchant sur le fond des océans ou de la mer, mais ils sont aussi très bons nageurs.
Ah oui, donc si jamais on est loin de la plage, mais dans les eaux profondes et qu'il y a un truc qui nous pince, c'est peut-être un crabe bleu qui est nagé vers nous. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc Ah là, voilà, oui. on voit qu'il se pose, mais à la base, il est en train de nager. Là, on voit qu'effectivement, il est encore agressif, puisque Ah oui. voilà, Là, je crois que le caméraman a été repéré. c'est ça. J'enchaîne juste peut-être sur quelques aspects très pratiques sur montrer la capacité invasive de l'espèce. En fait, c'est une espèce qui fait jusqu'à 20 cm de large, juste la Ah, carapace. Donc 20 ah oui. cm, vous prenez une règle, c'est très long. C'est un très gros crabe. Quand il a les pinces toutes ouvertes, il fait plus de 45 cm d'envergure, donc de la pince de gauche jusqu'à la pince de droite quand il a les pinces ouvertes quand il attaque. Ah oui, c'est Donc c'est beau. une espèce qui est très très grande en largeur. C'est une espèce qui peut faire également jusqu'à 500 grammes de poids, en poids total. Et il peut vivre jusqu'à 3 ans à peu près. Donc ce sont quand même des très très gros organismes. Alors, il s'attaque déjà à beaucoup d'espèces. En général, non. Après, il n'a pas peur de se mettre en position d'attaque s'il se sent attaqué par une espèce plus grosse. Mais il peut quand même attaquer des poissons qui peuvent faire 30 cm de long, même si lui est un peu plus petit. En fait, ils peuvent s'attaquer effectivement à des espèces un peu plus grosses, mais pas des baleines, des dauphins, des tortues. Non, ça, il ne le fera pas. Mais par contre, il pourra se mettre en position d'attaque juste pour montrer qu'il peut être dangereux. Voilà. Mais en général, il s'attaque à des espèces qui sont plus ou moins de sa taille ou beaucoup plus petites. Voilà. Donc, pour manger, effectivement, parce que la suite de la question, c'était est-ce qu'il peut attaquer d'autres espèces plus grosses pour se défendre et ou pour les manger. Donc, pour les manger, oui, il peut attaquer des poissons. Il a attaqué des anguilles, par exemple, qui sont des grands poissons très longs qui peuvent faire 50 cm, 30-50 cm de long. Mais par contre, voilà, il ne s'attaquera pas aux baleines, aux dauphins, aux thons, aux tortues. Voilà. Mais il est capable aussi de couper un tentacule à un poulpe. Voilà, il ne se laissera pas faire, en tout cas. Mais la baleine, il faut beaucoup de crabes quand même pour l'attaquer. Ouais, la baleine, il faut beaucoup de ça. Mais ce n'est pas une espèce qui a peur des autres. Voilà, il est capable quand même de faire face en montrant qu'il peut être agressif. Effectivement. Donc, dans la zone d'origine, donc là où il est habituellement présent, naturellement, c'est-à-dire aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, donc toute la partie américaine, ses prédateurs, c'est les requins. Il y a aussi des tortues qui les mangent et des crocodiles. Donc, vous avez vu, c'est des grands prédateurs qui sont carnivores. En Méditerranée, ou dans les zones où il a été introduit, le crabe bleu, en fait, il n'y a pas de prédateurs. C'est ça le problème des espèces invasives, c'est qu'en fait, elles sont nouvelles, elles sont présentes dans un nouvel écosystème. Et cet écosystème, moi, je suis un petit poisson natif de Méditerranée, je ne connais pas le crabe bleu naturellement, parce que c'est aussi des interactions entre les organismes qui se font depuis des milliers d'années. Donc, une nouvelle espèce qui arrive, en fait, les espèces natives, elles ne savent pas trop ce que c'est. Et même les prédateurs, du coup, comme ils ne savent pas trop ce que c'est, ils ne vont pas toucher. Voilà. Donc, ces prédateurs, il en a dans sa zone native, donc crocodile, tortue et requin. Et dans la zone introduite, il n'en a pas, ou très peu. Les crocodiles de mer, c'est ça? Ou... Oui, les crocodiles de mer. J'ai oublié aussi de dire qu'il y a des poulpes qui mangent aussi des crabes bleus. On a des poulpes ou pas en Méditerranée? Oui, mais ils sont Oui. relativement petits Ah oui, par rapport aux poulpes américains. d'accord. Nous, on a des tout petits prédateurs. Et... Okay. Voilà. Après, moi, j'ai observé, par exemple, que des tout petits crabes bleus qui font 1 ou 2 cm se faisaient manger par les oiseaux. Donc, par exemple, les hérons mangeaient des crabes bleus. Mais quand ils sont tout petits, parce qu'ils sont plus faciles à attraper. Voilà. Il y a des risques de se faire attaquer quand on se baigne. Alors, non, il n'y a pas de risque parce que ça reste quand même Alors, c'est effectivement une espèce qui est agressive, mais si on ne l'embête pas, elle ne nous attaquera pas. Après, de toute façon, quand ils voient un humain dans l'eau, les crabes, en général, ils ont tendance à s'échapper pour éviter… ils ont peur de l'humain. D'accord? Par contre, il est déconseillé, si vous voyez un crabe bleu, d'essayer de l'attraper parce que là, il va se sentir en danger, il va vous prendre pour un prédateur
Et là, il va sortir ses pinces et effectivement, il peut vous attaquer. Mais il n'y a pas de risque en général de se faire attaquer par le crabe. Il aura plus peur de vous au début. Voilà. C'est sauf si vous l'embêtez un petit peu, il pourra essayer de se défendre. Du coup, si on l'embête, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Si on l'embête, il va ouvrir ses pinces en grand, comme vous avez vu sur les vidéos, et il va essayer de vous attraper. Voilà. Mais en général, au départ, il va essayer d'ouvrir ses pinces parce que c'est sa stratégie d'attaque. Lui, il va attendre comme ça en ouvrant ses pinces pour faire peur aux autres. Parce qu'il est quand même relativement imposant, il est large, il a des grandes pinces qui font peur. Donc, il va se mettre comme ça, les pinces grandes ouvertes, il va vous montrer qu'il n'est pas content. Mais il ne vous attaquera pas tout de suite. Moi, il m'attaquait parce qu'en fait, je les prenais avec la pince à barbecue. Enfin, voilà. Les pauvres, je les ai un peu embêtés. D'accord. Et donc, toi, ils t'ont coupé, c'est ça? Oui, voilà, moi, ils m'ont coupé un morceau de doigt ici. Bon, ça va, ça a cicatrisé. Mais Ok. je me suis fait un peu peur. Donc, faut faire attention quand même. Ouais. Donc, Une autre il ne faut pas question? jouer avec. Oui, on a une autre question, Arnaud. Non, je voulais juste vous montrer voilà, qu'en fait, ce sont des espèces qui aussi, les espèces invasives, et le crabe bleu en particulier, c'est des espèces qui n'ont pas de problème avec les limites environnementales. En gros, ils peuvent vivre dans des eaux qui ont une très faible salinité, c'est-à-dire une petite quantité de sel dans l'eau, et des zones où il y a une grosse quantité de sel, donc une salinité élevée. Ils supportent aussi des grandes variations de température entre 3 et 40 degrés. Donc ça, ce sont des paramètres qui sont très importants chez les espèces invasives, parce que, notamment chez le crabe bleu, parce qu'en fait, ils peuvent envahir n'importe quel environnement, finalement. J'allais dire même les piscines, en fait. Si on les nourrit, ils peuvent vivre dans une piscine. Voilà, quasiment. Ouais. Et par contre, il faut quand même qu'elles soient un minimum de sel, c'est-à-dire l'eau douce, ça, ils ne peuvent pas. Voilà, l'eau douce, non. C'est trop… Non, pour eux, c'est une espèce marine quand même à la base. Mais c'est une espèce qui aime bien aussi les eaux avec un mélange d'eau douce et d'eau de mer. C'est pour ça qu'ils supportent quand même des salinités très faibles et aussi des salinités très hautes. Donc, il vit, comme on l'a dit, dans de nombreux habitats. Donc, comme on disait, dans les rivières, à l'embouchure des rivières, dans les eaux saumâtres, donc dans les eaux avec un mélange eau de mer, eau douce, et dans la mer. Donc, il est capable de s'adapter à plein d'environnements différents. Il colonise très rapidement les zones qu'il envahit parce qu'en fait, il pond énormément d'œufs. Là, vous avez une photo sur la droite d'une femelle. Et donc, sous le ventre de la femelle, on a une espèce, ça s'appelle l'éponge. Et cette éponge, en fait, c'est des grappes d'œufs, comme on peut voir sur la photo de gauche. Donc, ces œufs, ils font un demi-millimètre, la moitié d'un millimètre. Et ces œufs, en fait, la femelle va les relâcher en mer. On va voir juste après. Mais en tout cas, une femelle peut pondre jusqu'à 2000 œufs. 2 millions. 2 millions, pardon, d'œufs par an. Voilà, à peu près. Par an, d'accord, c'est énorme. Et du coup, après, tu as parlé de combien on se transforme en crabe, c'est ça? Voilà, exactement. Et Ok. en fait, je vous montre très rapidement, parce qu'en fait, c'est un cycle de vie très compliqué et ça nous complique la vie en tant que chercheurs sur les espèces invasives, parce qu'en fait, les crabes bleus utilisent les zones dessalées pour se reproduire et les zones salées, c'est-à-dire en mer, pour la croissance des larves. Donc, en fait, ils nous utilisent plein d'environnements différents et c'est assez difficile à étudier. Donc là, par exemple, sur cette illustration une collègue de Corse a fait, on voit qu'au tout début, donc, les mâles et les femelles crabes bleus vont se reproduire dans des zones où il y a peu de sel, où l'eau est assez dessalée, donc la salinité est très basse. Une fois que l'accouplement a eu lieu, les femelles, elles vont doucement se balader dans la lagune, dans la zone où la salinité est basse, d'accord ? Donc, elle va se déplacer, elle va migrer, elle va attendre que les œufs se développent sous son abdomen, comme la petite éponge orange là. Une fois qu'elle a cette éponge orange qui est développée, elle va sortir de la lagune et elle va libérer les larves dans la mer. Parce que les larves, elles ont besoin d'une salinité à plus de 20 grammes de sel par litre d'eau. D'accord ? D'accord. Et on ne sait pas pourquoi ils se reproduisent près de l'eau douce. C'est dans leur cycle de vie naturel, en fait. Ils ont besoin, même dans leur zone naturelle, native, ils ont besoin de ce mélange d'eau douce et d'eau de mer pour se reproduire. C'est pour ça que c'est un vrai casse-tête, parce qu'ils ne font que bouger durant toute leur vie, en fait, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et les larves, elles partent en mer. Donc, en fait, ces larves, elles vont aller dans le plancton, parce que c'est des tout petits organismes qui sont encore planctoniques, donc qui vivent dans la colonne d'eau. Et elles vont se déplacer, ces larves, avec le courant.
Et une fois que la larve a grandi dans l'eau, elle va devenir de plus en plus lourde, et elle va se transformer, elle va grandir et se transformer en petit crabe. Et ce petit crabe, lui, va revenir dans les zones dessalées. Ça, et ça fait un cycle. Exactement. Voilà, c'est comme on voit sur l'illustration ici, ça fait un cycle. Donc, c'est très compliqué à étudier parce qu'il y a ces aspects, on est dans des eaux dessalées et on est aussi dans des eaux marines beaucoup plus salées. Et là, on a du mal à suivre les populations parce que la mer étant immense, on a du mal à trouver les larves de crabe bleu, par exemple. Donc, si je résume, en étant bébé, ils sont dans la mer très salée. Après, quand ils deviennent ados, ils commencent à se rebeller et aller vers l'eau douce. Et quand ils sont jeunes adultes, ils sont en l'eau douce et ils se reproduisent. Et après, la maman, quand elle a des bébés, elle commence à repartir vers l'eau salée. Voilà, exactement. Ok, Tout à fait. super. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer qu'ils ont un cycle de vie qui est très, très compliqué à étudier. Et c'est quoi la portion d'œuf qui se finit en crabe? Alors, on ne le sait pas trop parce Mhm. qu'on a du mal justement à suivre les populations d'œufs de larves et surtout savoir si elles ne se font pas manger aussi par d'autres espèces, hein. Il y a plein de prédateurs de plancton. Mhm. Mais donc ça, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas du D'accord. tout combien de larves dans ces 2 millions d'œufs vont survivre. Mais si c'est comme les autres espèces de crabes, il y a quelques pourcents, peut-être 5% des larves qui vont survivre sur les 2 millions. Donc, Ça reste beaucoup pour 2 millions. quelques dizaines de milliers, voilà, exactement. Mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport à toute la quantité. Voilà. Est-ce que le crabe bleu, il peut se reproduire avec d'autres sortes de crabes? C'est une bonne question, mais non. En fait, c'est comme toutes les autres espèces, en général, elles se reproduisent avec les mêmes membres de son espèce. Après, des fois, ça peut arriver avec certaines espèces qui ont une reproduction avec d'autres espèces un petit peu similaires. Mais le crabe bleu Calinactes sapidus se reproduira avec d'autres Calinactes sapidus. Alors, il y a une réglementation maintenant au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que la Commission européenne a décidé que, avec justement des chercheurs qui ont fait un groupe justement sur ces problématiques d'eau de mer qui est transportée, depuis 2014, pardon, on a une directive européenne qui indique que les bateaux qui ont pris des eaux de ballast dans une nouvelle zone doivent les relâcher en haute mer D'accord. et changer l'eau de la haute mer, prendre l'eau de la haute mer et la remplacer par l'eau qui avait été piochée dans la zone de départ. Ok. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les organismes qui ont été piochés dans le port de départ sont des espèces qui sont côtières. Donc, ils vivent au bord à la limite entre le continent et la mer. Donc, ils ont besoin d'habitats particuliers au niveau côtier. Si on les relâche dans de l'eau où il n'y a pas d'algues, de plantes, d'endroits pour se développer, dont ils ont besoin, des paramètres dont ils ont besoin, ils ne vont jamais survivre. Et inversement, comme on va piocher dans l'eau de haute mer des organismes qui, eux, ne peuvent pas vivre en milieu côtier, si on relâche ces organismes en milieu côtier, ils auront plus de chances de mourir et donc de ne pas survivre, et donc on évitera l'impact. D'accord. Ça, c'est une directive européenne, mais c'est très difficile à suivre, à contrôler les bateaux. Parce que normalement, ils sont censés le faire. Ils sont censés le marquer dans un carnet de bord également. Mais voilà, on a des millions de bateaux qui passent en Méditerranée, par exemple, par an, et c'est toujours très compliqué de savoir s'ils l'ont fait ou pas. Voilà. Mais il existe quand même un cadre réglementaire sur ça. D'avoir aussi une question un peu éthique de tuer plein d'animaux comme ça en les jetant dans un endroit où ils ne peuvent pas survivre, non? Non, pas vraiment. Non, disons qu'effectivement, ça peut paraître cruel, mais c'est pour sauver aussi la biodiversité de notre zone qui Oui, est envahie par les espèces invasives. c'est ça, c'est pour sauver les proies des espèces invasives en fait. Voilà, D'ailleurs, exactement. le crabe bleu, il mange quoi alors? Alors, le crabe bleu, qu'est-ce qu'il mange? Voilà, c'est la prochaine question. Bon, parfait. Prochain paramètre. Non, alors le crabe bleu, c'est une espèce qu'on appelle opportuniste. Donc, opportuniste, ça veut dire je mange ce que je trouve. D'accord? D'accord. Autant si je trouve une moule ou un poisson ou un autre crabe, ben, je vais le manger. Voilà. Donc, en fait, principalement, lui, quand même, dans sa zone d'origine, il mange plutôt des coquillages, donc des moules, des huîtres, il mange des palourdes, mais il mange aussi d'autres crabes bleus.
Parce C'est un- qu'entre eux, ils se mangent aussi. Voilà. ça me fait penser aux fourmis qui mangent de tout, et même quand il y a des fourmis mortes, elles le ramènent chez elles. Voilà, ben, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que même les gros crabes bleus adultes vont manger les petits. Ah, ah oui. C'est vrai qu'ils sont pas sympas, ils sont bien au fond de l'océan quand même. Ils ne sont pas simples. Et donc voilà, je vous montrais tout à l'heure que c'était une espèce très agressive. Et donc ça, c'est important aussi parce qu'elle va attaquer des espèces natives, donc en Méditerranée, des espèces qui ne connaissent pas en fait ce crabe bleu. Donc elles ne vont pas se méfier. Et lui, en fait, va arriver à les attraper parce que les espèces qui sont méditerranéennes ne connaissent pas le crabe bleu. Donc en fait, elles vont passer juste à côté. Elles ne vont pas se dire, ouh là là, un gros prédateur. Et lui, hop, il va attaquer ses proies. Voilà. Oui. Alors, dans le vinaigre, le vinaigre, c'est une substance qui est acide. Le bicarbonate, c'est une substance qui est basique. En fait, c'est une substance donc, qui n'est pas acide et qui est sous forme de poudre. En fait, quand on va mettre le bicarbonate dans le vinaigre, en fait, il va se passer une réaction qui va créer une espèce de mousse. Ça va mousser. Et en fait, cette réaction va relâcher donc, un gaz qui s'appelle donc le CO2. Et donc, c'est comme pour ça que le ballon se gonflait dans la bouteille, au-dessus de la bouteille, quand on avait mis le vinaigre et le bicarbonate. Alors, pourquoi cette expérience? C'est pour montrer l'effet en fait, du changement climatique, puisque le changement climatique, on a beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc ça va réchauffer. Ce CO2 est relâché par les espèces invasives, par exemple, qui sont en très grosse quantité, les activités humaines, et donc ça va arriver dans l'atmosphère et ça va créer un effet de serre, donc augmenter la température de l'air, donc créer une augmentation de la température, donc un réchauffement. D'accord. Mais donc, si je résume du coup surtout avec ton sujet, Voilà. c'est que en fait, les espèces invasives peuvent augmenter du coup la production, enfin l'émission de CO2, c'est ça? Voilà, exactement. Et du coup, après, ça fait tout ce qui est dérèglement climatique, tout ça. euh, Voilà, ça ok. contribue peut-être en toute petite partie, parce que ça ne contribue pas en énorme partie les espèces invasives, Ouais. mais quand même un tout petit peu au réchauffement. Ok. En tout cas aux effets du changement climatique. Est-ce que le réchauffement climatique augmente les espèces invasives? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, effectivement, en fait, il y a plusieurs paramètres qui vont augmenter les espèces invasives. Il y a l'exactivité humaine, ça, vous l'avez vu avec les bateaux, etc. Plus on va avoir de bateaux, plus on va avoir de chances d'avoir des espèces invasives. Et il y a aussi le changement climatique. Donc, par exemple, il y a des espèces invasives qui sont arrivées du sud de la mer Méditerranée, la mer Rouge, et qui sont remontés par un canal qui a été creusé entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, parce qu'en fait, on fait passer les bateaux ici. Et il y a des espèces qui sont remontées en Méditerranée, et comme avec le changement climatique, on a une augmentation de la température de la mer, ces espèces qui étaient dans des mers tropicales se retrouvent dans des mers tempérées, mais un peu plus chaudes. Donc, en fait, ils retrouvent des conditions qui sont bien pour eux. Donc, effectivement, le changement climatique, il va aider, il va favoriser l'installation de nouvelles espèces parce qu'il fera plus chaud, effectivement. Mais il y en a d'autres qui vont être potentiellement défavorisés aussi. Voilà. Donc, il y a deux paramètres. Si l'eau est trop chaude, il y a certaines espèces qui vont mourir. Et si l'eau est très chaude pour des espèces tropicales, ils vont être bien. Voilà. Donc, il y a des espèces qui vont profiter du changement climatique et d'autres qui ne vont pas profiter. Voilà. C'est une espèce qui est très, très bonne à manger. Ah oui. Aux États-Unis, par exemple, c'est une espèce qui est protégée parce qu'elle a été tellement pêchée, parce qu'elle est tellement bonne à manger qu'en fait, il n'y a quasiment plus de crabes bleus aux États-Unis. Alors que nous, on en a plein en Méditerranée. Trop nous. Donc, en fait, la solution pour cette espèce, pour terminer, Dorian, c'est juste qu'effectivement, en fait, c'est une espèce qui est très bonne et la solution, ce serait de les pêcher en très grande quantité, très souvent, sans contrôle, sans limite de nombre, pour pouvoir contrôler les populations et puis se régaler le soir en mangeant un bon crabe bleu. Et pourquoi pas les revendre aux Américains, puisqu'ils adorent ça. Exactement. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette interview. Et du coup, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas donc à mettre
un like si vous avez aimé. Posez vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, donc avec d'autres chercheurs. Voilà, je vous dis au revoir avec des pinces. Et moi aussi. Yes.